deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info en ce mercredi, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique, c'est Louis Alliot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. Et pour vous interroger, à mes côtés, ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Cyril. Et bonjour Pascal Jalabert. Bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du groupe EBRA et vous représentez le Progrès de Lyon sur ce plateau ce matin. Votre interview, Louis Alliot, sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. Donald Trump, dans une interview hier, a annoncé qu'il voulait abolir le droit du sol aux États-Unis. Il envisage de signer un décret pour que les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière ne bénéficient plus de ce droit. Est-ce que c'est pourrait être une source d'inspiration pour vous et le Rassemblement national? Vous savez, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de ce que l'on propose depuis déjà longtemps dans notre propre pays? Je crois qu'il fait le constat qu'à un moment donné, les législations évoluent en fonction du contexte. Et il fait, lui, face à la situation américaine aujourd'hui, le constat qu'il faut peut-être changer ce mode d'attribution de nationalité. Maintenant, vous savez, moi, je ne suis pas très... Le droit du sol. Droit du sol, je ne suis pas non plus un spécialiste très pointu de la vie politique et économique des États-Unis. Mais je remarque quand même que la presse française, quoi qu'on en dise, a tapé sur Donald Trump et que les États-Unis ne se sont jamais aussi bien portés, en tout cas économiquement. Donc je me dis que le président Trump ne doit pas être aussi méprisé et méprisable que cela, et qu'il a quand même quelques qualités, notamment en matière de programme économique. Alors, d'un président de la République à un autre, ou plutôt un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy s'exprime aujourd'hui très longuement dans le magazine Le Point, et il dit notamment qu'en matière de crise migratoire, on n'a rien vu, que c'est que le début. Est-ce que vous diriez qu'il se range lui aussi sur vos positions? Écoutez, on a toujours dit ça. On a dit que le pire était devant nous et qu'on n'anticipait pas précisément ce qui pourrait arriver demain par l'explosion démographique d'un certain nombre de pays, et par exemple du continent africain. Et plutôt que de systématiquement essayer de pallier tout de suite aux urgences migratoires, on devrait quand même se pencher sur les causes des migrations et sur le nécessaire dialogue que nous devons avoir, notamment avec le continent africain, avec les pays africains, pour développer l'Afrique. Parce qu'il est évident que c'est en fixant les populations sur leur continent d'origine qu'on arrivera à réguler les flux migratoires et à équilibrer les choses. Parce que si on continue avec un continent africain qui sombre dans la misère, dans les guerres civiles, dans tous les dictateurs qui peuvent exister, et que nous maintenons d'ailleurs, quelquefois la France a son rôle aussi, eh bien nous aurons les conséquences de cette politique stupide. Et je pense qu'il est grand temps maintenant d'inverser la tendance. Est-ce que vous avez lu dans cette interview, il fait une proposition assez forte sur le plan européen, à savoir de créer un nouveau traité qui serait plus réduit sur le nombre de compétences auxquelles les États auraient droit et qui permettrait d'éviter un divorce avec le Royaume-Uni. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça va dans le bon sens? Mais ça va dans le bon sens, mais c'était trop tard. Voilà, ils ont voté. Pourquoi c'est trop tard? Parce qu'ils ont voté le Brexit. Donc, ou alors les Anglais. Oui, les Anglais. Ou alors on fait ce que nous avons proposé. On fait le constat de l'échec de cette Union européenne, pas de l'Europe. L'Europe, nous sommes tous des Européens. Mais sur l'idée de Nicolas Sarkozy, un nouveau traité. Mais cette idée, ça fait longtemps que nous la portons nous-mêmes. Il faut refonder l'Europe. Si on veut refonder l'Europe, il faut abattre les traités actuels, si je puis dire, et renégocier une autre manière de faire fonctionner l'Europe. Et dans ce nouveau fonctionnement de l'Europe des nations, est-ce que la Grande-Bretagne viendrait s'asseoir à la table des négociations, et effectivement, avec des compétences moindres et en quelque sorte une Europe à la carte? Ça mérite que cette question soit posée. Et M. Sarkozy la pose aujourd'hui, mais nous, ça fait longtemps qu'on l'a posée. Pascal Jalabert. Oui, alors la campagne des Européennes sera l'occasion de la poser et d'en poser d'autres. Très clairement, tous les partis cherchent des têtes de liste. Serez-vous celle du Rassemblement national? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. On va sûrement décider. Vous êtes intéressé? Oui, mais parce que l'élection est importante, parce qu'il y a des enjeux, parce que est-ce que cette élection va être une élection de parti politique? Est-ce que cette élection va être une élection de personnalité? Ou est-ce que cette élection va tout simplement être un vrai débat entre projets politiques? Voilà, tout cela doit être pesé et on regardera attentivement ce que font les autres formations politiques
et on décidera très certainement dans le mois qui arrive pour un lancement de campagne en janvier. On a encore un peu de temps. Vous savez, les Français ne sont pas très mobilisés sur les élections européennes aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus mobilisés sur d'autres sujets qui les préoccupent, et notamment sur le coût de la vie et le pouvoir d'achat. Mais juste pour finir sur cette question, on sait que vous avez, dans l'affaire des assistants européens du Parlement européen, vous êtes mis en examen, comme d'autres leaders du Rassemblement national, sauf que ça vient d'être requalifié, non plus en abus de biens sociaux, mais en détournement de fonds publics. C'est quand même une accusation assez grave. Est-ce que du coup, ça rend difficile, est-ce que ça complique une candidature Louis Alliot? Ça ne change rien au problème. La requalification, c'est dû à un changement de jurisprudence de la Cour de cassation. Le fond de l'affaire, il est simple. On a des assistants parlementaires qui font de la politique. Point à la ligne. Il faudra bien qu'un jour, un juge, peut-être le juge constitutionnel français d'ailleurs, se penche sur cette question qui est une question de droit parlementaire. À quoi servent les assistants parlementaires? Voilà. Cette question, personne n'y répond, pas même les juges aujourd'hui. C'est un procès, vous savez, qui durera peut-être 10 ans. Voilà. Donc ça n'invalide pas votre présence. Et si vous devez y aller, vous irez. Exactement, et on verra plus tard. Et j'ajoute que cette affaire d'assistant parlementaire, elle ne touche pas que le Rassemblement national. C'est pour ça que ça mérite un débat. Le MoDem, certains écologistes, M. Mélenchon et d'autres en Europe. Donc voilà, il faudra poser le débat sur les assistants parlementaires. Le problème, il est que aujourd'hui, pourquoi on n'a pas légiféré d'ailleurs sur la loi de moralisation de la vie politique, sur le statut des assistants parlementaires? Parce que ça touche à une question de fond qui s'appelle la séparation des pouvoirs et personne n'ose lancer le débat parce que très certainement, c'est pas très populaire aujourd'hui de discuter des immunités, du statut des parlementaires et du droit parlementaire en général. Pascal Jalabert. Oui, le Rassemblement national cherche toujours à élargir son assise, mais l'union des droites, ça semble quand même très difficile. Nicolas Dupont-Aignan veut faire sa liste, le petit parti qui est l'UPR veut faire sa liste, on parle d'une liste ruralité avec Jean Lassalle. Comment vous allez y arriver, ou est-ce que vous allez rester dans votre corner de Rassemblement national? Non, mais c'est pas une union des droites. On ne peut pas dire que Jean Lassalle soit très à droite non plus. Donc c'est plutôt une union de ceux qui contestent ce modèle européen. Alors, Mélenchon le conteste. Oui, aussi, mais le problème c'est que c'est une élection à la proportionnelle. Donc à la proportionnelle, en fonction de ce que vous pesez, vous ferez des élus, un score des élus, et on se retrouvera après. J'ai simplement, moi, déploré que M. Dupont-Aignan parte un peu seul à la bataille, alors que Marine Le Pen lui avait proposé précisément de faire une liste commune avec lui, Marine et lui sur la liste, pour pousser ce mouvement-là. Bon, il veut partir seul, je vais dire, c'est pas bien grave, on verra par la suite. Nous, il faut que nous nous battions sur notre conception de l'Union européenne, sur notre conception du renouveau des traités européens avec les alliés que nous aurons, et vous verrez, il y en aura qui ne sont pas du Rassemblement national. Et quand Marine Le Pen dit, c'est une indiscrétion dans le journal du dimanche, que Marion Maréchal devrait prendre la tête des Républicains, et d'ailleurs on remarque que dans les sondages, elle a plus d'attention de vente que Laurent Wauquiez, est-ce que c'était juste une boutade? C'est pour ça qu'elle l'a dit, parce qu'il est sorti un sondage où Marion Maréchal Le Pen était plus populaire que Wauquiez au sein des sympathisants des Républicains. Si c'est le cas, il faut que Marion prenne les Républicains. Ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs de bâtir des alliances pour la suite. Mais ça montre aussi ce qu'est aujourd'hui l'électorat des Républicains et la fracture qui existe entre la tête des Républicains et ce qu'a pense la base. Parce que la base, elle, veut des accords souvent au niveau local. Et manifestement, M. Wauquiez, lui, croit qu'il est le barrage aux populistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, lui met une barrière, j'allais dire, très nette, à nouveau, entre le peuple, qui veut des alliances, et en quelque sorte l'élite de ce parti-là qui manifestement ne comprend rien à la politique nationale. C'est Louis Alliot, député Rassemblement national des Pyrénées-Orientales, qui est notre invité politique ce matin en direct dans Territoire d'Info. On passe au grand leader de l'autre, grand leader de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Hier soir à Lille, il a dit « Nous sommes bien sûr contre ce gouvernement d'extrême droite ». Il parlait du gouvernement italien. Je croyais de M. Mais Macron. il applique son programme, vous allez voir, en disant non à Bruxelles. Eh bien, c'est lui qui a raison, a-t-il dit. Alors, il chasse sur vos terres. C'est quoi? Il en veut à vos électeurs, Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il veut? Il fait un constat. Il se souvient qu'il y a eu un référendum dans notre pays, en 2005, où 55% des Français ont dit non à la Constitution européenne. Et dans ces 55%, il y avait de tout. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. À l'époque, il y avait même M. Fabius, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vous dire si c'était large. Et lui, il fait le constat, effectivement, comme nous, qu'il y a une majorité au-delà des appartenances politiques, et il essaye de tirer son épingle du jeu.
attention avec Et de l'Italie. vous prendre des électeurs? Oui, bon, mais ça, vous savez, il peut toujours essayer, mais comme son discours, par exemple, sur l'immigration ne perce pas, et qu'il n'a pas de discours sur l'immigration, il n'y arrivera pas. Maintenant, en Italie, Attention quoi? en Italie, il n'y a pas que M. Salvini, parce qu'il s'en prend à M. Salvini, mais je rappelle que M. Salvini, c'est le ministre de l'Intérieur, que le ministre de l'Économie, c'est M. Di Maio, qui est un 5 étoiles, et qui, lui, ne se considère pas comme quelqu'un de droite, et c'est en quelque sorte une coalition un peu en Italie. On ne peut pas qualifier ça comme ça de gouvernement d'extrême droite ou de gouvernement, comme je l'ai entendu dans certaines paroles fascistes, pas du tout. Voilà, tout ça c'est de la caricature. Il y a un gouvernement de coalition qui défend un programme qui a été défendu pendant des élections législatives, et c'est M. Salvini et le mouvement 5 étoiles qui ont gagné ces élections. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la réunion de la dernière chance à Bercy autour du sort de l'acierie Ascoval, c'est dans le nord de la France. Le gouvernement demande aux repreneurs potentiels de revoir sa copie pour essayer de sauver, il y a 280 emplois en jeu. Est-ce que l'État fait bien son boulot ? L'État fait son boulot de défendre, mais à un moment donné, il devrait peut-être même lui-même procéder au rachat en attendant que la situation s'améliore pour la reconfier un peu plus tard à une autre entreprise. On nationalise. Mais le devoir, oui, temporairement. On nationalise temporairement Ascoval. Il faut sauver les entreprises. Vous savez, moi, dans ma circonscription, des entreprises en difficulté, aujourd'hui, la situation, elle n'est pas aussi florissante que laisse croire le gouvernement. Il y a des entreprises qui souffrent, il est de devoir de l'État de les aider, tout simplement. Et si ça passe par une nationalisation temporaire, eh bien, il ne faut pas hésiter à le faire, parce qu'au bout, il y a quand même 300 personnes avec des familles, avec une vie locale, et on ne peut pas se permettre comme ça de tirer un trait sur les entreprises et sur la vie de tous ces gens. On ferait ça dans d'autres entreprises en difficulté importantes ? Quand ce sont des entreprises importantes en grande difficulté, il faut le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que sinon, eh bien, nous faisons le constat des délocalisations d'emplois et d'entreprises, et nous payons, j'allais dire, la facture du chômage cash. Vaut mieux aider des entreprises à maintenir leur activité, à se développer plus tard, que de continuer à payer du chômage qui coûte très cher. Ça, c'est votre avis à vous ou c'est l'avis du Rassemblement national ? Non, c'est le Rassemblement national. Il y a eu un communiqué de presse la semaine dernière sur le sujet, vous savez. Pascal Jalabert. Oui, je vais revenir sur les territoires. Donc l'Alsace va redevenir une collectivité un peu particulière. Je croyais qu'il y avait eu un vote en Alsace, moi. Oui, il y a eu un vote, mais un peu compliqué. Ah ben compliqué. Voilà, il y a un département qui n'a pas voulu fusionner. Donc vous, quelle est votre position? En plus, dans les Pyrénées-Orientales, vous avez un cas un peu similaire. Vous êtes dans une région où vous n'êtes pas forcément à l'aise. Moi, je pense que sur cette collectivité d'Alsace, il faut tenir compte des spécificités culturelles. Mais là où ça pêche, en ce qui concerne le projet en question, c'est sur le nom. Parce que si j'ai bien compris, c'est... collectivité européenne d'Alsace, on ne voit pas pourquoi. L'Alsace, c'est l'Alsace. Et j'allais dire, c'est aux Alsaciens de choisir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas au gouvernement de l'imposer. Et puis surtout, il faudrait peut-être revoir le schéma d'ensemble des stratifications. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on va avoir la région, plus maintenant une collectivité, plus des communautés de communes, plus des communes. Ça commence à faire beaucoup. Et on n'aura toujours pas réglé le problème de fond, qui est la multiplication des strates administratives qui coûtent cher et qui ne règlent rien pour la vie des citoyens. Justement, toujours sur l'Est de la France, le président de la République va faire ce qu'il appelle une itinérance sur les lieux de la guerre de 14-18 et il veut honorer la mémoire. On parle aujourd'hui de mémoire davantage que de victoire. On a du mal à assumer ce côté victoire, ce côté ancien combattant. Quelle est votre position là-dessus ? On doit fêter. Alors la victoire, oui, c'est la victoire des armées françaises, et c'est la victoire des armées françaises, mais cette guerre, on ne peut pas dire que ce soit, j'allais dire, une gloire d'avoir fait autant de morts au cœur de l'Europe et d'avoir fait une guerre civile au sein de l'Europe, c'est ça. Mais je pense qu'il faut se souvenir du sacrifice, évidemment, des poilus, de tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui se sont battus sur ces lieux de conflit. Et on ne doit pas, effectivement, échapper à cela. C'est pour ça que je ne comprends pas la pudeur du gouvernement à ne pas vouloir fêter la victoire et la fin de la guerre. On dit que c'est sur la demande de l'Allemagne. Moi, je trouve ça extravagant, car on n'a aucun, j'allais dire, on ne doit pas avoir de barrière à se souvenir du sacrifice pour nous, pour notre avenir, pour ceux que nous sommes aujourd'hui. Et moi, je serai d'ailleurs le 11 novembre à Perpignan et j'irai honorer la mémoire du maréchal Joffre,
qui était de Rivesaltes et qui a été quand même le commandant en chef des armées françaises durant le conflit. Quelle est votre position sur la polémique? Il y a une polémique sur le maréchal Pétain, à savoir si le gouvernement l'associait ou ne l'associait pas. Il ne l'associe pas Vous pensez que ça aurait été une idée de réconciliation? C'est pas une idée de réconciliation, il y a des faits. Voilà, il y a des maréchaux qui ont été faits maréchaux en fonction de leurs états de service pendant cette guerre. Donc tous les maréchaux sont sur un pied d'égalité. Et évidemment, Pétain, oui, j'allais dire le comportement de Pétain de 40, s'il est inexcusable, n'empêche pas de se souvenir qu'il a été un grand soldat, et au même titre que tous les maréchaux de France de cette époque-là. On aurait dû honorer sa mémoire. Mais pas sa mémoire spécifiquement, la mémoire de l'ensemble de ceux qui ont gagné la guerre. Il n'était pas seul. Et c'est bien, il y avait Joffre, il y avait Foch, il y en avait d'autres. Donc il n'y a aucune raison qu'on trie comme ça sur des spécificités historiques qui sont bien réelles. Sur un tout autre sujet, la fonction publique, le gouvernement veut supprimer 50 000 postes d'ici la fin du quinquennat, et pour ça, il veut recourir à plus de contractuels et il veut des plans de départ. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, des indemnités de 2 ans de salaire pour que les fonctionnaires changent de vie et quittent la fonction publique. Les services publics, la fonction publique, ce ne sont pas des entreprises privées. Voilà. On ne gère pas ces services comme on gère des entreprises privées. Et au moment où on manque précisément de services publics, dans les hôpitaux, dans la police ou ailleurs, je pense qu'on devrait faire bien attention à la manière dont on gère ces services-là. Et malheureusement, le gouvernement, lui, est sur une logique de faire des économies. Il va donc dégraisser un certain nombre de services pour, j'allais dire, le plus grand malheur des usagers qui verront tout un tas de services de moins en moins assurés par l'État. On vous entend très peu sur l'écologie. Oui, les Français aujourd'hui le ressentent un peu comme une punition à travers le diesel, les surtaxes qui sont appliquées. Quelle est votre position là-dessus? Il faut vraiment taxer ces carburants qui font des dégâts? Mais ils font des dégâts, pas plus que d'autres choses, vous savez. Ici, on veut vraiment une politique écologique, il faut prendre une politique d'ensemble et pas que tout d'un coup s'acharner sur les automobilistes. La voiture n'est pas un loisir. Enfin, je ne sais pas où vivent ces ministres et où vivent ces députés En Marche. La voiture, c'est, un outil de travail. C'est un outil pour aller amener ses enfants à l'école, pour aller travailler, pour aller à l'hôpital, pour aller quelquefois, oui, en vacances. Mais la voiture est vraiment un outil. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Il n'y a pas de service collectif partout, de transport collectif. Ce n'est pas vrai. Donc, je pense qu'ils font là une erreur majeure parce que c'est un sujet auquel il ne fallait pas toucher. Le pouvoir d'achat est en berne. Les Français sont aujourd'hui en grande difficulté et on va les ponctionner par un impôt journalier, quotidien. Car l'impôt à la pompe, c'est un impôt quotidien. Il faut sortir de cette logique-là où vous aurez en France, moi je vous le dis, des mouvements pré-révolutionnaires. Ça commence. La manifestation du 17 novembre, on en reparlera. Vous y serez J'essaierai d'y être, mais ce sont des manifestations spontanées. C'est-à-dire des gens qui en ont marre de payer pour tout et n'importe quoi. Merci. Louis Alliot, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, d'avoir été notre invité politique ce matin. On passe au débrief de vos propos. Merci Pascal Jalabert et Marcelo Westfred. Voilà, Louis Alliot quitte ce plateau, vous le voyez, c'est en direct derrière moi. Et Jérôme Cordelier du Point et Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées font leurs entrées. Ils étaient là dans la première partie de notre émission. On démarre tout de suite ce débrief de l'actualité avec tout de même... puis ça concerne votre éditorial aussi, Jean-Michel Elvig dans la République des Pyrénées ce matin, Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon tente de prendre des électeurs au Rassemblement national? On a vu ses déclarations hier à Lille sur le fait que le gouvernement italien avait ses raisons, a-t-il dit? Oh bah c'est ça, toute la stratégie de Mélenchon, qui est une stratégie, on va dire, populiste, c'est-à-dire gommant l'appartenance de gauche historique pour faire un grand mouvement populaire anticapitaliste, la révolution citoyenne, etc., etc., ça vise à élargir le bloc électoral de la gauche traditionnelle. En justifiant, le gouvernement italien applique son programme en disant non à Bruxelles, eh bien c'est lui qui a raison. Ah bah oui, mais enfin, si on suit ce raisonnement, pourquoi ne ferait-il pas alliance demain avec le Rassemblement national qui, sur l'Europe, finalement, défend des positions assez voisines? Je parle sur l'Europe, je ne parle pas sur la question migratoire. Mais à force de vouloir à tout prix faire de l'Europe, d'une Europe d'ailleurs un peu fantasmée dans son rôle, de faire l'épouvantail absolu, on aboutit à se retrouver aux côtés de gens dont on peut se demander si les électeurs, ou en tous les cas les militants de la France insoumise, ont très envie de se retrouver
en compagnie. Donc il avait été d'ailleurs, les socialistes n'avaient pas manqué de pointer cette contradiction chez Jean-Luc Mélenchon en disant c'est la première fois qu'un homme issu de la gauche salue un gouvernement d'extrême droite, même si effectivement c'est un gouvernement de coalition où il n'y a pas que l'extrême droite. Vous revenez aussi sur la question des migrants, qui est en train de creuser, selon vous, un fossé entre donc Mélenchon et la gauche morale, en disant ça peut être très dévastateur. Oui, c'est une question explosive parce que Mélenchon avait a lancé sa campagne des européennes sur le thème référendum anti-Macron. Et puis, pour essayer de rassembler le plus largement possible. Alors, d'une part, il y a ce problème, ces problèmes de comportement face à la justice et à la police qui font qu'il a quand même une image qui s'est beaucoup dégradée dans une partie de l'opinion d'un côté. De l'autre côté, il subit la concurrence d'une partie de la gauche, qu'on dit morale comme ça par commodité, qui considère sur l'immigration qu'il faut qui réfute même, qui considère que l'immigration, les migrants, les flux migratoires, c'est un phénomène absolument impossible à maîtriser, que même la régulation, c'est le début de la répression, les frontières des clôtures, etc. Donc qui prône une espèce d'ouverture complète des frontières. Et ça, Mélenchon est contre, d'abord pour des raisons parce que c'est une vieille tradition de la gauche qui considère que les migrants, c'est souvent une arme du patronat pour peser sur les salaires, mais aussi il considère que la nation reste comme ça un bien commun pour protéger le peuple. Et il sait trop bien lui-même, pour des raisons électorales, que c'est pas forcément cette ligne-là, la ligne de la gauche dite morale, qui va permettre que le peuple, enfin si tant est que le peuple existe en tant que tel, se détourne du vote Front National. Votre éditeur Rassemblement national. Sur Jean-Luc Mélenchon dans la République des Pyrénées aujourd'hui. Et puis alors, dans Le Point, on a beaucoup parlé ce matin, j'ai vu que les radios en faisaient aussi beaucoup là-dessus, c'est la grande interview de Nicolas Sarkozy dans Le Point, une interview exclusive, Jérôme Cordelier, il sort de son silence, c'est un entretien exceptionnel. Vous l'avez trouvé comment, Nicolas Sarkozy? Alors, est-ce que c'est pas une opération de reconquête après aussi ces démêlés judiciaires? Ce n'est pas moi qui ai réalisé l'interview, mais c'est le journal que je représente. Et effectivement, je trouve que c'est une interview très intéressante parce que c'est une interview sur le fond. C'est-à-dire que c'est un grand entretien, on brasse large, à la fois la situation internationale et puis aussi, évidemment, les situations intérieures. Mais on sort vraiment de la petite politique. Et le pouvoir est dangereux, il peut devenir une drogue, et un peu d'expérience ne nuit pas face aux dangers que les vapeurs du pouvoir peuvent générer. Oui. Ça, c'est de la politique. Oui, ça, c'est de la politique, évidemment. Mais c'est dit, hein, c'est pas moi. Ce qu'il y a, c'est que c'est un entretien un peu stratosphérique, on peut dire, c'est-à-dire que, et d'ailleurs très intéressant par exemple sur la géopolitique, quand il dit que l'axe du monde s'est déplacé vers l'Asie et n'est plus vers l'Occident et l'Europe. Quand il parle aussi très opposé au Brexit, Nicolas Sarkozy. Voilà, quand il parle aussi de notre naïveté collective face à l'islamisme et notamment dans notre relation avec l'Arabie Saoudite. Bon, il y a aussi des choses assez intéressantes. Par exemple, quand il dit « je ne suis pas conservateur ». Donc, pour celui qui a longtemps été le chef de file de la droite française, c'est quand même intéressant. Et en fait, c'est pour dire « je ne suis pas dans l'immobilisme ». Mais il se réfère d'ailleurs à Charles Aznavour en disant « regardez, Charles Aznavour, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait des choses. » Il plaide pour sa paroisse quand il dit qu'il est absolument consterné par cette fascination pour la transparence dévastatrice. Oui, parce qu'il dit, moi, il regrette un peu, mais comme beaucoup de monde, je pense aussi comme Jean-Michel Elvig, c'est-dire le souffle épique un peu de la politique. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une société un peu de transparence où les petits égos et les petites affaires prennent le pas un peu sur le grand souffle des épopées politiques, quoi. Et donc c'est ça qu'il veut dire. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est son positionnement par rapport à Macron. Il parle assez peu de Macron. Très peu de critiques, il en parle un petit peu en creux, mais on sent qu'il a une position vraiment très différente par rapport à son successeur François Hollande, c'est-à-dire qu'il est un peu dans le... Il dit qu'il est très loyal, qu'à chaque fois, par exemple, à chaque fois qu'il fait un déplacement, qu'il va rencontrer un chef d'État étranger, il demande l'autorisation à l'Élysée, son Sherpa va voir le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron pour lui donner le débriefing de l'entretien. Donc voilà,
Il y a un axe Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Helvig. En tout cas, il y a un respect, de la fonction présidentielle. Il y a une certaine aménité. Vous parliez de la différence avec François Hollande, mais je vois surtout une grande différence avec Laurent Wauquiez. Oui, mais c'est pas du tout la même fonction. Ils sont pas dans le même rôle. Non, mais cet entretien est très, très intéressant. C'est une façon de manifester de signaler je suis là, je réfléchis, c'est toujours là. À mon avis, il n'a pas sa référence à Charles Aznavour et aux 94 ans de Charles Aznavour qui l'empêchait pas de faire des tournées internationales. À mon avis, il y a quelque chose de subliminal, peut-être. Autre référence, si je peux me permettre, c'est la référence qu'il fait au livre de Camille Pascal, vous savez, qui vient d'avoir le Grand Prix de l'Académie française et qui est sur les 4 rois qui se sont succédés en un temps. 94 ans, il y a de la marge. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi. Je crois aussi qu'il fait le constat, qui est difficilement contestable, que finalement, à droite, compte tenu des limites évidentes de Laurent Wauquiez, il n'y a pas grand monde en magasin pour, occuper une place, occuper une forme de destin national, sauf qu'il y a un tout petit problème, mais qui n'est pas quand même mince chez Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est plombé par des procès à venir qui peuvent prendre beaucoup de temps et qui, d'une certaine manière, le brident. S'il n'y avait pas ces procès, on peut être sûr qu'il serait beaucoup plus dans une posture d'alternance. C'est pas justement ce grand entretien une manière de répondre à ce renvoi en correctionnel? Évidemment, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi comme la parole d'un ancien président qui n'est pas inerte, qui continue à intervenir dans le débat international, à voir des gens, des dirigeants, des grands dirigeants internationaux. C'est intéressant aussi d'avoir l'expérience de cette personne et d'avoir son analyse actuellement sur la géopolitique. Le grand entretien du Point, Nicolas Sarkozy à la une. Merci Jérôme Cordelier. Donc ce mercredi dans tous les bons kiosques. Dans tous les bons kiosques, voilà. Et les autres. Et merci beaucoup Jean-Michel Helvig de la République des Pyrénées. Même les mauvais, comme dit Merci Jérôme Cordelier. On passe au Zap Matin de Christophe Combarieux. Ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin mercredi. Emmanuel Macron recharge les batteries. Le président vide son agenda pour quelques jours de repos, le temps de reprendre des forces. Est-ce qu'il est fatigué par la rentrée compliquée qu'il a eue, notamment avec les départs de messieurs Hulot et Collomb, ou parce qu'il n'a pas pu assez se reposer cet été lors d'un été agité par l'affaire Benalla? Il a donc fait avancer le Conseil des ministres ce matin pour pouvoir profiter de 4 jours de repos. Le Parisien a fait les comptes. En 1 an et demi au pouvoir, Emmanuel Macron a fait plus de 230 déplacements en France, à l'étranger. Peut-être même certains ou certaines d'entre vous feront le pont du 1er novembre. Et donc, en fait, comme des millions de Français, il peut arriver au président de la République de prendre quelques jours. On dit que le président est un peu fatigué. Vous confirmez? Vous l'avez trouvé comment ce matin, le président? Madame Belloubet, bonjour. On dit que le président est un peu fatigué. Vous confirmez? Écoutez, s'il est fatigué, qu'il se repose. Il fatigue aussi beaucoup les Français qui n'ont pas toujours le temps de se reposer de sa politique. Que ça lui donne aussi le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Monsieur Fesneau, vous l'avez trouvé comment ce matin, le président? Vous l'avez trouvé comment ce matin, vous, le président? Vous l'avez trouvé comment ce matin? Nous avons vu un président jeune et dynamique, increvable, et qui a déjà des petits coups de pompe. Je crois que quand on est en charge de la France et des Français, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. On dit que le président est un peu fatigué, vous confirmez? Il va prendre quelques jours pour souffler. Est-ce qu'il a trop tiré sur la corde? Pas de polémique. Écoutez, la République a un agenda soutenu et qui veut se reposer 24 heures, je peux le comprendre largement. Mais c'est une polémique inutile. Par contre, la question qui est posée là, le lien est-il brisé avec les Français? Oui. Nous allons, vaille que vaille, régler nos comptes. Ces comptes, ce sont ceux d'un peuple maltraité, humilié, appauvri, ridiculisé, insulté par celui qui est censé le représenter. Le président de la République a une personnalité forte et volontaire. Et ce qui est important, c'est qu'il soit, toujours dans l'objectif de réformer la France
et de faire en sorte que les Français vivent mieux. Nous allons, au mois de mai prochain, avec nos bulletins de vote, clamer de toute notre force « Stop Macron !» Stop à cette folie qui est en train d'emporter la civilisation humaine, qui est l'irresponsabilité de la finance. Voilà, troisième partie de notre émission ce mercredi. Dans un instant, c'est Territoire Sénat. À tout de suite.